Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Sébastien Périmoni. Il est en charge de l'Afrique au sein du parti Solidarité et Progrès. Aujourd'hui, il va nous parler de la coopération entre la France, la Chine, les États-Unis et l'Afrique. Selon vous, le succès de la Chine face à cette pandémie est le résultat de sa coopération scientifique de long terme avec les autres, ceux-là même qui peinent à faire face au virus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concrets? Oui, alors bonjour d'abord à tous les auditeurs. Je voudrais simplement commencer par féliciter et remercier la Chine. Déjà la féliciter pour sa gestion de la crise au début de l'épidémie de coronavirus qui a été très efficace chez elle pour limiter la propagation dans le monde. Et aussi la remercier pour l'aide internationale qu'elle apporte aujourd'hui dans le monde et particulièrement à mon pays, la France. Avec la mise en place du pont aérien qui permet à la Chine de fournir la France en masques, en matériel aussi, car vous n'êtes pas sans savoir que la France manque de tout à l'heure actuelle et que nos hôpitaux sont déjà saturés. Sur comment la Chine a pu avoir une réponse efficace au début de la crise du coronavirus. Évidemment que c'est le résultat d'une coopération scientifique internationale qui ne date pas d'hier d'ailleurs et qui a été particulièrement intense avec les États-Unis et la France. Donc par-delà la géopolitique, par-delà les guerres commerciales, par-delà les relents du vieux paradigme, on peut dire que cette coopération scientifique n'a pas cessé et a augmenté en puissance. Donc si on prend la coopération entre la Chine et les États-Unis, c'est très intéressant. Dernièrement, le 5 février 2020, a eu lieu une audition sur le coronavirus au sous-comité de l'Asie du comité des affaires étrangères du Congrès américain. Et lors de cette audition, une professeure de l'université de George Washington aux États-Unis, donc Jennifer Boué, a présenté les remarquables avancées de la Chine grâce à sa coopération scientifique avec les États-Unis. Et c'est intéressant de voir que ça ne date pas d'hier, ça remonte déjà à 2003, où le ministère de la Santé chinoise avait déjà signé un partenariat pluriannuel avec le ministère de la Santé américain, justement pour aider à développer l'industrie et l'infrastructure de santé publique en Chine. Donc dès 2004, le CDC américain, le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain et le Centre national chinois de lutte contre les grippes, le fameux CNIC, ont collaboré pour développer ensemble une expertise technique et scientifique pour faire face déjà à la grippe aviaire H5N1, déjà en 2004. Et 5 ans plus tard, en 2009, quand la grippe porcine H1N1 a frappé l'Amérique latine, à nouveau, les États-Unis et la Chine ont partagé leurs informations, partagé leurs technologies, leurs données pour avoir une réponse efficace en commun face à cette grippe. Et donc, c'est ce qui a permis à la Chine, d'ailleurs à l'époque, de devenir le premier pays capable de produire en masse des vaccins contre le H1N1. Donc, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'en 2010, le CNIC, le Centre national chinois de lutte contre la grippe, avait pu développer avec cette coopération 408 laboratoires et 533 hôpitaux sentinelles, comme on dit, qui lui permettent encore aujourd'hui de tester plus de 20 000 virus grippaux par an. Enfin, si on prend le cas de l'Afrique, une coopération scientifique également entre les États-Unis et la Chine a eu lieu en 2014 lors de l'épidémie d'Ebola, où des équipes chinoises et américaines ont pu collaborer sur le terrain, ensemble, en Afrique, pour faire face à l'épidémie. Donc c'est suite à toute cette collaboration scientifique qui s'est mise en place entre les deux pays qu'a eu lieu en 2015 un symposium sino-américain, qui a eu lieu sur la question de l'Ebola, et en particulier sur la recherche et la sécurité sanitaire mondiale, qui avait été organisé par le NIH américain, le National Institute of Health. Voilà pour la collaboration entre les États-Unis et la Chine. Il faut savoir également que la France n'est pas restée en reste, puisqu'elle a également eu une grande activité, une grande collaboration scientifique avec la Chine, et qui a abouti en 2015, lorsque l'Institut de virologie de Wuhan a ouvert le premier laboratoire P4 en Chine, en collaboration avec la France. Et d'ailleurs, la plupart des experts chinois
qui travaillent dans ce laboratoire P4 ont été formés au laboratoire P4 Jean Mérieux, donc à Lyon, en France. Donc il faut savoir que ce laboratoire a été créé avec pour but de repérer précocement de nouvelles pandémies passant des animaux à l'humain, comme c'est le cas, on le voit avec l'épidémie de coronavirus. Donc c'est tout ça, toute cette collaboration scientifique internationale qui a permis à la Chine aujourd'hui d'être prête, ou du moins plus efficace, dans sa réponse au début de l'épidémie de coronavirus. On sait donc que les centres de contrôle et de prévention des maladies américains et que le Centre national chinois de lutte contre la grippe, le CNIC, ont donc pu établir une expertise technique en Chine pour faire face à la grippe aviaire H5N1. Les USA et la Chine ont-ils recommencé à coopérer pour lutter contre le coronavirus ? Alors là, il faut l'avouer, on peut dire que la coopération, même si elle était engagée très fortement depuis 2003, elle s'est un peu dégradée ces 2 ou 3 dernières années, puisque en fait les États-Unis ont décidé de réduire de presque de 2/3 justement leur personnel américain en Chine, particulièrement justement dans le CDC de Pékin, où les experts américains ont été donc rapatriés aux États-Unis dans le cadre des différends géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, et que les États-Unis ont également fermé donc ce qu'on appelle la National Scientific Foundation, à Pékin, donc qui était un institut qui était là depuis très longtemps et qui était également dans la formation pour prévenir face aux épidémies. Donc il faut savoir que justement Jennifer Bouet, dont je parlais tout à l'heure, a appelé de ses voeux lors de cette audition au Congrès américain à inverser la vapeur et à faire en sorte que les CDC chinois et américains coopèrent de nouveau face à la pandémie actuelle, mais aussi pour aider les pays qui n'ont pas de système de santé, je dirais, développé, donc comme certains pays d'Asie et bien entendu comme la plupart des pays d'Afrique. En 2014, lors de l'éclosion de l'épidémie d'Ebola, des équipes médicales américaines et chinoises s'étant mises à collaborer sur le terrain en Afrique, avez-vous des exemples à nous citer ? Oui, j'en ai parlé précédemment. Il y a eu une coopération sur le terrain à l'époque entre les équipes américaines et les équipes chinoises. Et il y a eu pas mal d'exemples, mais on va en citer qu'un qui est resté le plus important, c'était au Libéria, justement où les États-Unis étaient présents sur place et la Chine a décidé d'aider donc le Libéria à faire face à cette pandémie à l'époque. Et donc ce qui était intéressant, c'est que tous les avions qui venaient justement depuis la Chine pour apporter du matériel ou des personnels médicaux étaient pris en charge par les troupes aériennes américaines justement pour pouvoir les amener sur site dans les hôpitaux, et on a eu vraiment une vraie collaboration entre scientifiques, entre médecins, parce qu'il faut rappeler que ces gens-là ne sont pas justement dans la politique, c'est des gens qui sont là pour soigner, pour éviter les catastrophes, éviter les morts, et ça a été une coopération, si on prend le cas du Libéria, en tout cas extrêmement efficace pour limiter la propagation de l'Ebola qui, comme on le sait, a fait beaucoup de morts. Selon vous, l'Institut Pasteur en France doit s'affirmer dans cette démarche, notamment à l'égard de l'Afrique. Or, si le dévouement des chercheurs et des experts est bien là, reconnu par la Chine elle-même, c'est la volonté politique des autorités françaises qui est absente. Pour quelle raison ? L'Institut Pasteur n'est-il pas autonome dans sa prise de décision ? Alors je voulais vous citer Pasteur lui-même, qui disait « Quand la faim et la disette frappent à la porte et que les infrastructures élémentaires, eau, énergie, transport, pour assainir les lieux de vie ne sont pas présentes, le risque épidémiologique grandit. » Donc voilà la situation actuelle en Afrique. Il n'y a pas les infrastructures d'eau, d'énergie, de transport. Donc ce n'est pas simplement une question d'autonomie de l'Institut Pasteur, c'est le problème global du système financier et monétaire international, qui a été dérégulé, comme on le sait, dès le 15 août 1971, puis a été imposé le consensus de Washington, un ultralibéralisme court-termiste qui a été imposé à l'ensemble du monde, et enfin les politiques du fonds de misère instantanée, donc le fameux FMI, le fonds de misère instantanée, comme l'appelait le professeur Pouemi dans son livre « Monnaie, servitude et liberté » dès la fin des années 70, qui montrait la tragédie vers laquelle s'avançait l'Afrique, faute d'investissements massifs dans les infrastructures. Donc aujourd'hui, il faut le dire, le FMI porte une grande
responsabilité dans le sous-développement du continent africain et sa non-préparation aujourd'hui face à l'épidémie de coronavirus. Donc il faut le dire et le répéter, les morts d'aujourd'hui sont la conséquence des politiques qui ont été menées depuis plus de 30 ans et qui ont organisé, si on peut dire ainsi, un sous-développement chronique du continent africain. Je rappelle, comme l'a rapporté Marianne, d'ailleurs le journal Marianne français, dans son journal du 20 mars, j'ai les chiffres ici, en France on compte 7 lits d'hôpital pour 1000 habitants. C'est 0,3 en Afrique de l'Ouest, 0,3 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Et si on prend les médecins, 50 médecins pour 15 000 habitants en France, mais un seul pour 15 000 habitants dans un pays comme le Burkina Faso. Donc on voit la tragédie du manque de moyens qu'elle va avoir l'Afrique. D'ailleurs, j'en profite une parenthèse pour lancer un appel à la communauté internationale de faire pression sur le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour qu'il reporte les élections. Il a organisé le premier tour des élections législatives hier, le 29 mars, alors que l'épidémie est en train de progresser en Afrique, et veut organiser le deuxième tour des élections le 19 avril. C'est insensé, la France l'a fait, ça a été une erreur, alors qu'on avait appelé au confinement, de faire sortir des millions de gens dans les rues pour aller voter. Donc il faut faire pression aujourd'hui sur le Mali pour reporter ces élections. Si je reviens sur l'Institut Pasteur au Sénégal, par exemple, il y a un Institut Pasteur au Sénégal, vous savez, qui a été créé en 1896, donc ça date pas d'hier, par Émile Marchou, qui était d'ailleurs un disciple de Pasteur, et qui aujourd'hui est co-géré par le gouvernement sénégalais et l'Institut Pasteur de Paris. Mais évidemment, comme je le disais, ces institutions sont sous-financées. Je rappelle que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies vient d'estimer à 100 milliards de dollars les besoins dont l'Afrique a besoin pour faire face à la pandémie. Alors certains proposent aux pays africains de ne pas payer les intérêts de la dette. Nous ici on dit non, il faut abolir la dette des pays africains. C'est une dette qui est odieuse, c'est une dette qui est illégitime et c'est une dette qui n'a pas permis au pays de se préparer à cette pandémie et de se développer. Un rapport de la Banque mondiale elle-même, qui vient d'être publié il y a quelques semaines, rapporte que jusqu'à 15% de l'aide de la Banque mondiale, aujourd'hui, qui est envoyée en Afrique, se retrouve quelques semaines plus tard dans les paradis fiscaux. Donc on voit bien que le problème, ce n'est pas l'argent. Un quart du PIB africain, aujourd'hui, est détourné par la corruption et l'évasion fiscale. Donc le problème n'est pas l'argent. Il faut orienter le crédit, orienter l'argent vers les infrastructures sanitaires d'urgence. Vous proposez de bâtir un système de santé publique digne du XXIe siècle. En quoi consiste-t-il ? Alors ça consiste d'abord, si on prend les choses du haut vers le bas, top-down, à ce que chaque pays, chaque État africain se dote d'une banque nationale de crédit public lui permettant d'investir dans le futur. Donc c'est ça l'économie, c'est anticiper. Et c'est l'investissement qui précède la richesse, c'est pas l'inverse. Sinon les pays d'Afrique resteront toujours au même stade de sous-développement. En ce qui concerne l'Afrique francophone, tout particulièrement, que la France connaît mieux, il est donc très très urgent que les pays se libèrent justement de la tutelle du franc CFA pour avoir leur propre souveraineté monétaire et donc la capacité d'orienter leur crédit vers justement ce qui va être utile à la population en termes d'infrastructures en général, mais aussi en termes d'infrastructures sanitaires en particulier. Donc l'Afrique doit faire et peut faire ce qu'a fait la Chine ces 20 dernières années. La Chine a développé des infrastructures ferroviaires, éducatives, sanitaires qui lui ont permis de devenir une des puissances mondiales. Donc l'Afrique a le même potentiel aujourd'hui pour se développer. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas une question d'argent. Et on peut faire un souhait dans cette triste période, c'est que cette crise de la pandémie du coronavirus permettra un changement de paradigme, permettra un changement dans la logique financière internationale qui, pour dire les choses franchement, aujourd'hui est criminelle et irresponsable. D'ailleurs, à ce titre, j'appelle les gens à se rendre sur le site de l'Institut Schiller pour signer l'appel de Helga Tsep-Larouche qui appelle justement Trump, Xi Jinping, Modi et Poutine à se rencontrer pour réorganiser très vite les règles du système financier et monétaire international.
la Chine, les USA et l'Afrique collaborent-elles face au Covid-19, et notamment pour que l'Afrique soit dotée d'un système de santé efficace? Alors oui, tout à fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et je vous renvoie vers un document, je pourrais fournir le lien pour mettre à disposition de tous les gens qui nous écoutent, puisque l'an dernier, donc en 2019, a été publié un rapport, alors qui n'est disponible qu'en anglais actuellement, et qui s'appelle, je vous donne le titre, Collaboration sino-américaine dans la création et le soutien de centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Donc c'est un document qui fait 9 pages, qui résume extrêmement bien toute la coopération qui s'est mise en place entre la Chine et les États-Unis en Afrique pour le développement des centres de contrôle et de prévention des maladies. Donc on apprend justement que dès 2015, les États-Unis et la Chine ont soutenu la création d'un CDC, donc Centre de contrôle et de maladies, prévention des maladies, ont soutenu la création d'un CDC pour l'Afrique, le CDC Africa. Et suite à ça, une commission de l'Union africaine a été créée, donc en 2007, 2 ans plus tard, sur cette question du contrôle des pandémies et des maladies. Donc ce partenariat, justement, a permis la mise en place de centres de collaboration régionaux. Il faut savoir qu'il y en a déjà au Gabon, au Kenya, en Égypte, en Zambie et au Nigeria. De plus, je rappelle l'engagement qu'avait pris la Chine de son côté en septembre 2018 lors du sommet du FOCAC, le Forum de coopération sino-africaine, donc de soutenir l'Afrique dans ses réponses à l'urgence sanitaire par l'envoi de médecins, de formateurs et de matériel. Mais pour revenir à ce rapport, donc ce rapport qui a été publié par le Centre Carter, si vous voulez la référence, donc l'année dernière, je vais terminer avec la conclusion de ce rapport parce que je pense que c'est assez limpide et permet d'entrevoir les perspectives qui sont devant nous. Donc ce que conclut ce rapport, c'est qu'à une époque de forte détérioration des relations bilatérales sino-américaines, la nécessité pour Washington et Pékin de rechercher un terrain d'entente et de bâtir une confiance stratégique est encore plus aiguë. Si une telle coopération lors de l'épidémie d'Ebola de 2014 fut le résultat d'une urgence, la coopération dans la création et le soutien des CDC en Afrique relève d'une planification et d'une coordination minutieuse s'étendant sur un plus long terme. Il est important que cette coopération sino-américaine se poursuive et qu'elle soit maintenue, élargie et approfondie. Grâce à cela, le CDC africain pourra même servir d'exemple pour le monde en développement. Donc je pense que c'est assez explicite. Évidemment, là, c'est entre la Chine et les États-Unis, mais c'est pareil entre la France et la Chine. Il faut une coopération scientifique à marche forcée. Vraiment, comme tout le monde le dit, on est en temps de guerre. Donc il faut reconvertir les industries, produire, donner à nos médecins, à nos hôpitaux, à nos infirmières, à tous les gens qui sont sur le front, des armes, des moyens. Et aujourd'hui, la Chine fait son effort de son côté. En France, on fait le maximum. Et aujourd'hui, pour terminer et conclure, je dirais qu'il y a urgence à penser le long terme, justement. Comme le dit ce rapport, il y a urgence à penser le long terme, puisque malheureusement, c'est le fait de ne pas avoir pensé le long terme dans le passé qui amène de nombreux pays, malheureusement aujourd'hui, à faire face à une situation de crise d'urgence qui n'avait pas été préparée. Donc, je vous remercie.